les forêts. Vous entendez le bruit, elles nous aident à respirer, à nous guérir, à nous nourrir. On vous emmène dans quelques instants au cœur des paysages féeriques et éblouissants de la forêt chinoise qui a inspiré le film Avatar. Mais d'abord, direction l'Ardèche, une terre où pousse l'un des produits stars de l'hiver, la châtaigne, qu'on a hâte de dévorer en crème ou en bûche. On raffole de ce petit péché mignon et la demande explose au grand bonheur des cultivateurs de la région. Reportage Étienne Prigent avec Nicolas Becker. Chez ce pâtissier lyonnais, Noël est déjà là. C'est la Marron Royal. La bûche, le Mont Blanc goût châtaigne, produit star de fin d'année. Ça s'est jamais démodé. Là, on est sur un classique. La châtaigne, un fruit au goût subtil. Selon Richard Sève, il faut donc être encore plus généreux. Donc là, on fait un vrai lit de marron, avec des gros morceaux de marron. La recette évolue chaque année, pensée, peaufinée pendant des mois. On a démarré les tests cet été. Au mois d'août, c'est là où on mange le plus de bûches. Aussi jolie à l'extérieur que gourmande à l'intérieur, la bûche 100% châtaigne, douceur sucrée et rafraîchissante, devrait trouver son public. En France, c'est en Ardèche que l'on trouve le plus de châtaigniers, des arbres qui, à l'automne, assurent la moitié de la production nationale de châtaignes. Dans leur parcelle, Lucille Foreau et son compagnon sont venus en famille ramasser des filets et les dernières bogues. Attention, tutoie. Sans se piquer. Bah vas-y, ramasse-la. Pour eux, et plus largement dans leur secteur, la récolte cette année a été fructueuse. On n'a pas eu beaucoup de grosses châtaignes. Les arbres étaient très chargés, donc ça fait des calibres assez moyens en fruits. Mais on a eu plus de quantité que les autres années. Parmi les arbres, nombreux sont centenaires et produisent chacun 50 kg de fruits par an en moyenne. Ici, le châtaignier est surnommé l'arbre à pain. Il a servi d'abord à nourrir la population. Et ensuite, on peut l'utiliser aussi pour nourrir du bétail. Il a permis aux familles ardéchoises de subsister quelques périodes de famine hivernale. Le châtaignier, un symbole du territoire et un pilier de l'économie locale. Cet atelier de transformation valorise au plus près le travail de 80 producteurs et amateurs, comme Jean Guissouche. 237 kilos contre 15 kilos à peine préparés auparavant dans la cuisine familiale. Désormais, c'est 600 pots à se partager. À partir de l'automne, on consomme un pot par semaine. Et je pense qu'il y en a qui font plus que moi. Dans l'atelier, les châtaignes sont chauffées pour faciliter leur épluchage. Ensuite, sur ce tapis, elles sont triées. Martin Stègre, agriculteur, vend aux particuliers, aux industriels, parfois très loin, dit-il. C'est un produit qui fonctionne bien à l'export. Lyon, Paris, Nantes. L'export pour vous, c'est Lyon, Paris et Nantes. Ah, en France bien sûr. Quand on sort de l'Ardèche. Ce jour-là, l'atelier est dédié à la production de crème de marron et aux châtaignes en bocaux. La châtaigne, déclinable à l'envie, comme dans cette grande surface où l'on trouve aussi de la confiture, du miel, de la purée, de la farine, de la liqueur ou encore de la soupe. C'est l'hiver, quoi, donc c'est un produit réconfortant, on va dire. Dans les rayons, chacun sa préférence, bien souvent liée à un souvenir d'enfance. Les gourmands, ils aiment bien les yaourts avec de la châtaigne. Quand on était petit, donc on les faisait cuire à l'eau aussi, et à l'eau on mettait du lait et on mangeait ça. Chez ma grand-mère, on faisait des arassés de châtaignes, c'est-à-dire on grillait des châtaignes au feu de bois, dans une poêle avec des pics derrière. Là. Et puis on se mettait autour du feu et puis on mangeait nos châtaignes comme ça en discutant le samedi soir. Les Français aiment les châtaignes à tel point que la production nationale suffit à peine à satisfaire la moitié de la demande. L'autre moitié est importée d'Italie ou du Portugal. Et comme promis, je vous emmène maintenant en Chine, au cœur d'un site naturel absolument extraordinaire. Les paysages irréels, vertigineux de cette forêt suspendue que vous allez voir ont inspiré James Cameron pour Avatar. Cette forêt qui recèle des trésors de plantes attire près de 30 millions de visiteurs chaque année. Et franchement, quand on regarde le reportage, eh bien, on aimerait bien être dans le film. Arnaud Boutet, Gaël Caron. Des pics escarpés qui jaillissent dans la brume. Paysage spectaculaire avec ces immenses colonnes de grès. Pour monter là-haut, inutile de se fatiguer. Les Chinois ont construit l'ascenseur extérieur le plus haut du monde
326 mètres. Allez, on accélère pour quitter l'ascenseur. Zhangjiajie, nouvelle destination phare pour les Chinois. Près de 30 millions de touristes chaque année. C'est le plus beau panorama du monde. Une foule immense, tous viennent admirer ces montagnes, avec une référence en tête, un film, un succès, devenu une fierté locale. C'est ce qui a inspiré le tournage d'Avatar. Il fallait qu'on fasse une photo souvenir. Cet endroit est vraiment saisissant. Avatar, bientôt le 3e volet de la saga, il sera sur les écrans chinois le 19 décembre. À Zhangjiajie, beaucoup ne formulent qu'un seul souhait. Nous qui connaissons cet endroit, on espère vraiment retrouver cette forêt dans le prochain film. Au-delà du film, cette forêt perchée est un modèle de biodiversité. On compte ici des dizaines de variétés de plantes et d'arbres totalement inaccessibles. Il y a 20 ans, c'était pratiquement inconnu. Il y a ici plus de 3000 pics rocheux. C'est un paysage unique. Le plus étonnant, ce sont ces conifères. Ils parviennent à pousser sur des parois verticales. Les pins Wuling, arbres endémiques, symboles du parc, ont leurs racines dans les fissures de la roche. Et pour ce spécialiste qui répertorie les espèces depuis des années, cette région subtropicale offre un environnement parfait. Ici, c'est le climat qui fait tout. Nous sommes dans une zone où poussent de nombreuses plantes extraordinaires. Ici, l'humidité est à 85%. Et les fissures du grès, provoquées par l'érosion, fournissent les nutriments semblables à ceux du sol. C'est ce qui rend possible la croissance des arbres. Au pied des pics, autre ambiance avec forêt touffue et un peu partout des macaques en liberté. J'ai peur qu'il me saute dessus. Tous les jours, il joue avec les gens. Je pense qu'ils sont heureux et qu'ils ne manquent de rien. Un espace sauvage, véritable décor naturel, à Zhangjiajie, la réalité dépasse la fiction. Elle est l'une des plus grandes forêts cultivées d'Europe. Elle fournit le bois qu'on utilise pour nos meubles et même nos jouets, mais elle est menacée par un petit parasite redoutable. La forêt des Landes, magnifique, va-t-elle disparaître? On est allé tourner sur place. Reportage Barbara Six avec Thierry Breton. De la Gironde aux Pyrénées, des pins à perte de vue. La forêt des Landes de Gascogne, la plus grande surface boisée d'Europe. Un poumon vert en Nouvelle-Aquitaine. Maman, je suis un chevalier. Ses amis s'y promènent chaque samedi. Quand on était petite, avec mes cousines, on allait souvent ici, surtout pour faire des cabanes. On vient souvent se promener quand on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est un moment où on peut sortir les chiens, tous s'amuser ensemble, quoi. C'est chouette. Et puis on retrouve les amis pour prendre le goûter ensemble et ça, c'est cool. Une forêt artificielle, alignée sur 15 000 km², entièrement créée sous Napoléon III. Pour assainir les marais, une loi impose d'y planter des pins maritimes. C'est la naissance de l'industrie du bois. Les troncs des arbres sont incisés à leur partie inférieure afin de recueillir la résine. Aujourd'hui, la forêt fait vivre toute une filière. Elle emploie plus de 30 000 personnes. Ce directeur d'une marque de jeux bien connue travaille en bordure de forêt. L'entreprise a bâti son empire sur ce trésor. C'est 100% pin maritime, parce que c'est un bois aujourd'hui qui correspond à nos attentes sur l'esthétique de nos planchettes, avec un veinage qui est magnifique. Et qui nous permet d'avoir, avec la résine suffisante, un petit peu de rugueux qui nous permet d'avoir des constructions sophistiquées. Le bois des Landes a des qualités irremplaçables. Il y a eu des essais de fait sur d'autres essences. Ça n'a pas fonctionné. L'essence qui convient, c'est le pin maritime. Un trésor pourtant menacé.
Fragilisée par les tempêtes dans les années 2000, puis par les gigantesques incendies de 2022, la forêt affronte aujourd'hui un nouvel ennemi. Au cœur des Landes, à Seignos, les pins colorent le paysage, mais certains ont perdu leur éclat. Décharnés comme brûlés, des arbres inquiètent les autorités. Pierre Pécastin a été un des premiers à repérer ces pins malades. C'est un coup de massue parce qu'encore une fois, Seignos, c'est une commune forestière. La forêt, c'est dans l'âme, dans l'ADN de notre commune et de ses habitants. Donc quand on sait que notre forêt est touchée, forcément, on peut que le ressentir et en tout cas se dire que des moments difficiles sont à venir. Début novembre, les premiers prélèvements sont réalisés. Car un ravageur sévit déjà au Portugal et en Espagne, le nématode du pin. Ce ver microscopique, inoffensif pour l'homme, peut assécher un arbre en 4 semaines à peine. Transporté par un coléoptère, un insecte très répandu, il pourrait contaminer toute la forêt en un temps record. Comme on ne sait pas dans quel côté de l'arbre il va arriver, on va prélever des échantillons à plusieurs endroits. Quelques jours plus tard, les résultats confirment pour la première fois en France la présence du ravageur. Les autorités prennent alors des mesures radicales. Dans un rayon de 500 mètres autour du foyer, abattage de tous les résineux. Et dans un rayon de 20 km, création d'une zone tampon avec contrôle de l'activité pendant 4 ans. Pour le moment, c'est bloqué. Ces exploitants travaillent dans la zone infestée. L'un d'eux y coupait du bois lorsque la présence du parasite a été confirmée. J'ai à peine posé la machine que l'agent de l'ONF est arrivé pour nous stopper de suite, quoi. Et moi et mon collègue qui ramassait le bois en nous disant de tout arrêter. C'est le bois par terre qui va être en perte, quoi. Surtout. Ça, oui. Ouais, tu vois, on voit déjà qu'il a séché quand même pas mal déjà. Tu vois, en quelques jours, c'est du bois qui va moins peser, ça, et puis la qualité ne va plus y être, quoi. Des milliers de tonnes de bois attendent d'être ramassées. Une grande partie sera perdue. C'est beaucoup, oui. 1000 tonnes, il y en a à peu près 500 sur la coupe, par terre. 1000 encore, à peu près 1500 à couper, à venir encore. Donc c'est assez, oui, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Ça représente beaucoup d'argent, oui. Et pour nous, entrepreneurs, et pour celui qui a acheté le bois aussi. Cette scierie familiale fournit les charpentiers et menuisiers du secteur. Elle s'approvisionne juste à côté, dans la zone infestée. Pour la petite fille du fondateur, les risques sont énormes. S'il y a le nématode, si les bois sont infestés, on ne peut plus travailler, on est à l'arrêt. Impossible de constituer des stocks. Ces troncs immenses perdent leur qualité à l'air libre. La scierie n'a plus qu'1 mois de travail devant elle. Il va falloir aller le chercher plus loin, mais tout le monde va aller le chercher plus loin. Enfin bon, il va y avoir moins d'offres que de demandes. Donc du coup, peut-être que les prix vont monter. Faute de matières premières, les 15 salariés s'inquiètent. On est une petite scierie, on travaille au jour le jour. Si on n'a pas notre camion journalier pour manger du bois, derrière on s'arrête. Ça peut être du chômage partiel, ça peut aller loin. Donc c'est vrai que c'est un gros risque. Ouais. Pour sauver la forêt, une course contre la montre est lancée. Il reste quelques semaines à peine pour abattre tous les résineux concernés et éviter que toute la forêt de Gascogne soit contaminée par le nématode du pin. Et puis cette question maintenant, à quoi ressemblera notre forêt en 2050 ? Confrontée au changement climatique et aux incendies de plus en plus fréquents, va-t-elle changer ? Est-ce qu'on trouvera les mêmes arbres qu'aujourd'hui dans quelques années ? Nicolas Châteauneuf et Serhan Granzer vous répondent. C'est 3 infos pour comprendre. Quand on évoque la forêt française, on pense tout de suite aux chênes, aux hêtres ou aux sapins. Dans 50 ans, ce sera peut-être le pin de Macédoine, le noisetier de Byzance ou le cyprès d'Arizona. Nos arbres vont-ils réussir à s'adapter au réchauffement climatique ? Devrons-nous importer des espèces exotiques ? Pourquoi la forêt va devoir se diversifier pour survivre ? Voici 3 infos pour comprendre.
Dans un climat qui se réchauffe, tous les arbres de nos forêts ne partent pas avec les mêmes atouts. La plupart ne supportent pas des températures de l'air supérieures à 41 degrés. Certains n'auront donc pas le temps de s'adapter. Il y aura des gagnants et des perdants, et c'est notre première info. Le hêtre, par exemple, pilier de nos forêts, aime la fraîcheur et l'humidité. Pas vraiment le profil idéal dans un climat plus chaud. Il devrait disparaître d'une large part de nos paysages à la fin du siècle. En revanche, d'autres espèces plus méridionales vont étendre leur territoire. Le pin maritime, par exemple, devrait se multiplier en Bretagne. Grâce à sa résistance aux sécheresses et à la chaleur, il pourrait même s'implanter dans tout l'ouest de la France. La deuxième info, c'est qu'il faut dès maintenant dénicher les essences les plus résistantes chez nous, mais aussi ailleurs. L'Office national des forêts teste ainsi des variétés, parfois exotiques, sur 750 petites parcelles disséminées sur le territoire. Sapin de Turquie, chêne d'Andalousie ou même le séquoia américain, le but est de sélectionner les essences qui peuvent grandir dans le climat d'aujourd'hui et s'épanouir dans le climat de demain. Malgré cela, certains pans de nos forêts vont mourir à cause du manque d'eau, des incendies ou des maladies. Si l'on veut limiter les dégâts, il faut diversifier. C'est notre troisième info. Fini les forêts de pins à perte de vue. Il faut mélanger résineux et feuillus, varier les essences et l'âge des arbres, constituer une mosaïque pour améliorer la résistance. Une chose est sûre, même avec l'aide de l'homme, la forêt française va changer de visage.